qu'il a vu et en quoi les produits pourraient être utiles. Donc, effectivement, je vais passer tout en diaporama. Donc, normalement, vous voyez en plein écran maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? En fait, on va parler de santé féminine. Alors, dans la santé féminine, c'est vrai que bon, ça a été remis beaucoup au goût du jour, enfin, surtout cette année par le gouvernement, surtout pour la partie endométriose, puisque c'est une priorité nationale maintenant en France. Donc, c'est une maladie qui est assez mal connue, assez mal diagnostiquée encore. Donc, on va en parler. On va voir surtout en quoi, justement, les produits peuvent être intéressants pour un certain nombre d'aspects de cette pathologie qui touche quand même plus de 2 millions de femmes en France, hein. Et puis, on va voir la ménopause, c'est quand même une phase assez particulière aussi de la vie d'une femme. Donc, on verra justement, on pense beaucoup aux bouffées de chaleur, etc., mais il y a beaucoup d'autres symptômes secondaires liés à la ménopause. Donc, on verra justement un petit peu, on reverra la prévalence de ces symptômes, quels sont les symptômes, qu'est-ce qui se passe pendant la ménopause. Et on verra justement en quoi aussi certains produits de la gamme Cérule peuvent aider justement pour certains inconforts qu'on peut ressentir pendant la période de la ménopause. Bon, alors après, on parlera aussi de santé de la peau et des cheveux parce que c'est vrai que les femmes achètent beaucoup pour tout ce qui est santé de la peau, santé des cheveux. Donc, on avait déjà fait un webinaire sur le collagène active. On reverra certaines choses aussi, puis sur la gamme cosmétique. Et puis après, donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais traiter. Après, c'est sûr qu'on verra dans l'introduction que les femmes sont plus touchées par le stress, les troubles du sommeil ou les douleurs chroniques. Donc, justement, on expliquera pourquoi. Donc, voilà, c'était un petit peu pour ces, on va dire, ces inconforts ou ces pathologies qui touchent la femme, en quoi les produits peuvent être intéressants. Donc, François se connectera pour éventuellement donner son témoignage justement sur ça. Et puis, et du coup, après, il y aura la session, pareil, de questions-réponses. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez poser les questions sur le chat, sur la conversation. Et avec Nuno, on les traitera à la fin, vraiment pour répondre après à vos questions. Bien sûr, François pourra évidemment intervenir pour répondre aux questions. Donc, ce qui est très important de bien comprendre, en fait, c'est que souvent on l'oublie ou c'est pas forcément dit, mais donc le stress touche de plus en plus, de toute façon, de Français ou même d'Européens, enfin de gens en général. Donc, près de 9 Français sur 10, c'est quand même énorme. Alors après, en période de Covid, ça a un peu augmenté, évidemment. Et en fait, il y a près de 7 femmes sur 10, donc c'est quand même énorme, qui déclarent que le stress fait partie de leur vie quotidienne. Donc, les femmes sont de toute façon plus touchées par le stress de manière globale. Et la prévalence des troubles du sommeil, qui a augmenté en post-Covid, en fait, les femmes sont en fait finalement beaucoup plus touchées que les hommes aussi. Près de 6 femmes sur 10, donc c'est quand même énorme aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que globalement, les femmes sont quand même à risque d'être touchées par des douleurs chroniques, par le stress et les troubles du sommeil, plus fréquemment que les hommes en moyenne, hein, évidemment. Par exemple, pour la douleur chronique, pour vous donner quand même un chiffre, les consultations pour la douleur chronique, que ce soit en hôpital, en centre pour la douleur ou des consultations externes chez le médecin, globalement, c'est 67% de femmes. Donc, ça veut dire que les consultations pour la douleur chronique, c'est pratiquement 7 femmes sur 10. Donc, en fait, rien que déjà pour ces problèmes de stress, de troubles de l'humeur aussi, de troubles du sommeil, c'est vrai que le Stemmenens peut déjà intervenir de façon très positive, puisque effectivement, l'AFA contient quand même de la phényléthylamine. Ça agit comme ce qu'on appelle la molécule de l'amour, donc c'est pour les sensations positives, les émotions positives. Donc c'est vrai que la phényléthylamine intervient pour tout ce qui est régulation positive de l'humeur, réduction du stress. Pareil, chez les enfants, on l'a vu, et on sait déjà hein, sur la partie hyperactivité, concentration. Mais du coup, c'est vrai que pour tous ces symptômes que j'appelle plus psychologiques, etc., dans le sens pour vraiment améliorer la santé cognitive, réduire le stress, améliorer l'humeur, etc. Et puis, et forcément, du coup, jouer sur les troubles du sommeil, c'est vrai que le Semenens peut déjà agir à ce niveau-là. Donc, sur la douleur chronique, on y reviendra par rapport aux autres, ce qu'on va aborder après. Mais globalement, c'est vrai, et on le sait, les effets court terme du Semenens, hormis la partie mobilisation de cellules souches, il y a vraiment une partie sur l'effet, parce que c'est riche de toute façon en vitamines et minéraux qui ont un effet aussi positif dessus, plus la richesse en phényléthylamine. C'est vrai que pour cette partie stress-sommeil, on a quand même des bons résultats court terme. Donc, l'endométriose. Donc, l'endométriose, maintenant, on va rentrer dans une pathologie féminine qui est très mal diagnostiquée, qui maintenant est devenue, depuis cette année,
le gouvernement l'a remis en priorité nationale pour une meilleure prise en charge, un meilleur diagnostic et plus de fonds. Donc là, vous voyez en moyenne 7 ans de retard de diagnostic, c'est énorme sur une pathologie. Donc, on va voir en fait, je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'endométriose pour que vous compreniez après pourquoi certains produits sérule peut aider dans cette pathologie. Donc, il faut savoir en fait que les femmes, généralement, sont assez mal prises en charge. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Les gynécos et les médecins arrivent beaucoup mieux à le détecter. Mais globalement, ce n'était pas enseigné en médecine, l'endométriose. Donc, c'est que très récemment que finalement, c'est compris dans les programmes de formation des médecins. Donc, c'est vrai que l'endométriose est de toute façon une maladie qu'on ne comprend pas encore tout. On ne sait pas encore trop l'origine. Donc, il y a quand même une campagne de sensibilisation. Donc, la photo était assez parlante sur ce que peuvent vivre les femmes quand même au quotidien. Donc, il y a plus de 2 millions de femmes en France qui souffrent d'endométriose et 40% des femmes ont en fait des douleurs au niveau pelvien. Ça a vraiment au niveau soit ovaire, mais vraiment, des fois, c'est difficile de distinguer des douleurs abdominales, donc vraiment au niveau du ventre, par rapport aux douleurs gynécologiques. Donc, c'est vrai que c'est déjà difficile des fois pour les femmes d'expliquer d'où viennent vraiment la douleur. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est simplement des cellules de la muqueuse utérine, donc de l'utérus, qui migrent hors de l'utérus. Donc, on va avoir un certain nombre de cellules utérines qui vont se trouver au niveau des ovaires, du vagin, au niveau, après, des fois, des poumons, des plèvres, au niveau abdominal, donc beaucoup plus haut, en fait. Donc, ça provoque, en fait, des douleurs chroniques très importantes et qui sont en général beaucoup plus importantes pendant les menstruations, donc pendant les règles. Donc, en général, vu que les cellules sont quand même sensibles aux variations hormonales, globalement, même si elles sont en dehors de là où elles devraient être, c'est-à-dire l'utérus, globalement, elles sont toujours sensibles aux variations hormonales et les femmes souffrent des douleurs chroniques comme ça, assez invalidantes, qui ont vraiment un impact sur la qualité de vie. Donc, en général, ça peut être aussi des douleurs urinaires, ça peut être des douleurs abdominales, donc elles ont aussi des troubles digestifs. Et l'endométriose est vecteur, et à risque d'infertilité. Donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose qui ont des problèmes pour concevoir. Et donc voilà, il y a d'autres facteurs de risque. Il y a petit poids à la naissance, indice de masse corporelle, effectivement faible à l'enfance ou à l'âge adulte, des menstruations précoces. Voilà, il y a quelques facteurs de risque un peu génétiques, mais globalement, c'est une maladie qu'on n'a pas encore toutes les réponses dessus. Donc, en général, on donne des traitements hormonaux qui permettent en fait de réduire l'impact des cycles, donc pour diminuer les douleurs. En général, on donne des contraceptifs, des médicaments pour lutter contre la douleur, donc soit des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais on sait quand même l'impact ou les effets secondaires qu'il peut y avoir sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens à long terme. Donc, on essaie de ne pas trop en donner non plus long terme. Et puis après, si vraiment les douleurs sont invalidantes, il y a la chirurgie qui peut aussi arriver pour en fait retirer certaines cellules ou amas de cellules, lésions en fait qui se forment au fur et à mesure du temps à cause de ces cellules qui migrent un peu de partout. Ça provoque vraiment des grosses lésions, alors soit au niveau utérine, soit après abdominal ou pulmonaire, ça arrive. Mais du coup, on essaie d'enlever en fait ces amas de cellules qui peuvent être invalidants. Mais par contre, on a quand même une proportion de femmes qui, même traitées, ont toujours, donc 40 à 50% des femmes en traitement, ont toujours un impact sur la qualité de vie, sur la performance professionnelle, sur la douleur, voilà, sur un certain nombre de choses où en fait la douleur n'est pas totalement partie, même avec ces traitements. Parce que de toute façon, dès que les règles reviennent, elles sont quand même 20% du temps dans le mois, forcément, parce que ça dure en moyenne 5 à 7 jours, donc ça fait quand même pratiquement le quart du mois, où chaque mois, du coup, elles sont invalidées par rapport à ça, et ça peut être des douleurs chroniques, c'est-à-dire tous les jours. Donc, en fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce n'est pas que des douleurs où on l'associe forcément aux règles. Ça peut être des douleurs pendant des rapports sexuels, ça peut être aussi des douleurs ombilicales, ça peut être des douleurs, des troubles digestifs, des douleurs urinaires, etc. Donc, il faut vraiment. C'est pour ça que le diagnostic est difficile, parce que des fois, c'est difficile de trouver vraiment que c'est l'endométriose et ce n'est pas une autre pathologie. Donc, vu la proportion élevée de femmes qui en souffrent, parce que là, c'est celles qui sont diagnostiquées, les 2,5, mais vous imaginez bien que vu qu'on a 7 ans de moyenne pour diagnostiquer, forcément, il y a des femmes qui ne sont pas encore diagnostiquées ou qui souffrent d'endométriose et qu'on n'a pas encore pris en charge. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand il y a la menstruation, il y a une partie du sang qui en fait qui est régurgitée dans les trompes et du coup, qui va arriver au niveau de la cavité abdominale. Donc, c'est comme s'il y a des cellules qui fuitent en fait. Et forcément, dans ces cellules, il n'y a pas que les cellules utérines. Il y a des cellules immunitaires, il peut y avoir des cellules vasculaires qui font partie des vaisseaux sanguins. Donc, il y a différents types de cellules qui vont se balader comme ça. Donc, soit au niveau utérin, soit après en dehors. Et en fait, ces lésions d'endométriose, parce que au fur et à mesure du temps, ça provoque des lésions, ont du mal en fait à être réparées, tout simplement. Parce que c'est des structures complexes.
ça forme des nouveaux vaisseaux, ça va un peu de partout, ça provoque de l'inflammation chronique. Et en fait, il y a une dérégulation hormonale, c'est-à-dire qu'en fait, les oestrogènes ou les hormones globalement n'agissent plus de la bonne manière. Le signal cellulaire est un petit peu altéré. Du coup, ces cellules-là, ces lésions-là ne réagissent pas normalement aux hormones, qui normalement permettent de réguler de façon périodique ce qui se passe au niveau utérin. Donc, en fait, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a quand même des solutions, hormis les traitements médicamenteux ou la chirurgie qui va être pris en charge globalement par les médecins, il y a quand même un certain nombre de choses à faire, que ce soit de l'activité physique, réduire le stress. Il y a quand même des consultations spécifiques pour la femme, alors que ce soit psychologique, que ce soit diététicien, etc., qui vont accompagner en fait la femme dans la prise en charge de l'endométriose. Là, c'est vrai qu'il y a de l'ostéopathie, de l'acupuncture, de la sophrologie, enfin, toutes ces thérapies complémentaires. Et il y a évidemment des compléments alimentaires qui peuvent aider aussi sur l'endométriose pour traiter, en plus des médicaments ou de la chirurgie, soit la douleur chronique, soit l'inflammation, etc. Donc, c'est important de voir que la femme ne va pas être finalement seule face à son endométriose, ce n'est pas le but. Et bien évidemment, il y a aussi une adaptation de l'alimentation avec des oméga-3, de l'alimentation un peu anti-inflammatoire, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cette pathologie est difficile à diagnostiquer, parce qu'on a comme on le disait, on a des troubles au niveau des règles, on a des douleurs chroniques, troubles urinaires, digestifs, ou des troubles pendant l'acte sexuel, l'infertilité qui touche aussi beaucoup de femmes. Donc, globalement, c'est une pathologie où on commence à avoir des solutions. Et ce que je voulais vous dire pour comprendre comment les produits peuvent aider, c'est que comme on a la présence d'inflammation chronique dans l'endométriose, et donc qui réduit aussi la capacité, comme on le sait, que les cellules souches agissent, donc de pouvoir justement réparer ces lésions qui arrivent soit au niveau utérin, soit extra-utérine. Donc, c'est important de voir que cette inflammation chronique, avec certains produits sériles, on peut combattre cette inflammation chronique. On est capable quand même de diminuer les douleurs par l'anti-inflammatoire. Et aussi, on est capable d'agir sur la capacité du corps quand même à réparer, à renouveler, réparer ses lésions et renouveler le tissu utérin. Donc, on est capable quand même d'aider le corps à mieux finalement stimuler ce métabolisme-là pour finalement que les lésions soient moindres, pour réduire ces lésions. Donc, ce qu'on est capable de faire avec les produits sériles, c'est diminuer l'inflammation. Avec la mobilisation de cellules souches, on est capable quand même de stimuler la réparation et le renouvellement. Donc, forcément, ça peut aider sur ces pathologies qui sont un peu chroniques au niveau de l'inflammation. Donc, on va en plus diminuer la capacité de réparation, outre le fait que la maladie en soi donne des lésions utérines ou extra-utérines. Et en plus, c'est vrai que les patientes qui souffrent d'endométriose, généralement, comme il y a des douleurs chroniques, elles ont des troubles de l'humeur, elles ont des troubles du sommeil, elles ont quand même une prévalence de l'anxiété ou du stress de façon chronique à cause de la maladie ou de l'impact de la maladie sur leur qualité de vie. Donc, globalement, c'est vrai que le fait que le Semenens contient, comme on disait, daphnéthylamine, contient quand même des substances qui vont agir sur les neurotransmetteurs au niveau du cerveau pour vraiment réguler l'humeur et permettre de diminuer ce stress, ça peut aider. Donc, on voit bien quand même que finalement, les produits sériles vont pouvoir aider sur tout ça. Donc, juste quelques rappels. Donc, le Stemenens, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que là, quand même, la plupart le connaissent, mais juste pour faire quelques rappels. Donc, dans le Stemenens, on a 3 mobilisateurs de cellules souches. Les 3 sont cliniquement testés avec un mécanisme d'action un peu complémentaire. Donc, le Stemenens, qui est exclusif à cellules comme le mésenchyme, sont un extrait d'AFA et un extrait de spiruline qui ne vont pas agir de la même manière. Le Stemenens va inhiber la L-sélectine, donc va permettre de libérer les cellules souches de la moelle osseuse. Le mésenchyme va plus agir sur le GCSF, qui est la molécule signal qui permet de libérer les cellules souches dans le sang. Et on a aussi un extrait de Wakame qui, lui, va jouer plutôt autant sur SDF1, donc sur la molécule qui va guider les cellules souches vers les tissus. Donc, le Stemenens a plusieurs études, donc 3 brevets, 3 études cliniques, 4 études précliniques. Donc, globalement, on a déjà des données sur la fibrose hépatique, sur la blessure, donc par exemple les blessures sportives comme les entorses, et sur le diabète. Donc, ça, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Et on a une publication de 2007 qui montre que quand on ingère 1 gramme de Stemenens, on va mobiliser 3, 4 en moyenne millions de cellules souches nouvelles en circulation. Donc, ça, c'est pour le Stemenens. Le Stemenens Ultra contient 3 mobilisateurs de cellules souches qui ont une synergie, une complémentarité d'action pour mobiliser les cellules souches. Donc, on va pouvoir finalement, grâce au Stemenens,
activer, soutenir la réparation des tissus, donc essayer de diminuer ces lésions qu'on a pour l'endométriose au niveau utérin ou extra-utérin. On va stimuler le renouvellement tissulaire. Et on a aussi quand même certaines molécules dans la FA qui sont quand même anti-inflammatoires. Mais ce n'est pas quand même le but premier. Et comme on le disait, on a la phényléthylamine qui va aider pour tout ce qui est régulation d'humeur, stress et troubles du sommeil. Donc déjà, on va pouvoir agir là-dessus. Le C-active est un peu différent. Le C-active, il y a une action antioxydante, anti-inflammatoire et qui va participer à la réduction de la douleur. On va inhiber COX-2, on va inhiber SACLOX, c'est le même mécanisme que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On va inhiber l'inflammation chronique et donc ça va participer à réduire la douleur. Donc, on voit bien qu'avec ces deux produits, donc là, je vous ai mis un petit peu les doses conseillées. On a 2 gélules de Siemens pour le matin, 2 gélules de Siemens le soir. On a 2 gélules de C-active le matin. Et donc, du coup, en cas vraiment de très forte douleur, on peut augmenter 2 gélules supplémentaires de Siemens. Mais globalement, on commence toujours avec 2 matins, 2 soirs. 4 gélules par jour et puis 2 gélules de C-active par jour, ce qui permet voilà, de moduler ça. Donc, en fait, pour l'endométriose, on peut quand même essayer d'agir sur la partie inflammatoire, la partie douleur et puis la partie stimulation de la réparation, hein, tout simplement, puisque là, on a des lésions qui ne se guérissent pas un peu, c'est un peu ça. Et donc, du coup, le but, c'est quand même de soutenir l'organisme dans ça. Alors, on ne dit pas qu'on va forcément traiter la maladie, hein, parce que l'endométriose, on ne comprend pas non plus l'origine de la migration des cellules utérines, extra-utérines. Il y a beaucoup de recherches dessus, mais globalement, c'est une maladie qu'on ne comprend encore pas bien. Donc, par contre, on peut quand même aider sur les symptômes, voilà, sur l'inflammation chronique, sur les douleurs, sur le stress, sur l'anxiété, sur les troubles du sommeil, et puis sur voilà, augmenter la capacité du corps à pouvoir lutter contre ces lésions et se réparer, se renouveler. Donc, c'est vraiment important de voir que effectivement, il n'y a pas d'études en tant que telles sur le sujet, mais vu le mécanisme d'action des produits et ce qu'on sait aussi sur le recul par rapport au traitement de la douleur chronique, c'est intéressant de voir que pour l'endométriose, le Siemens et le C-active peuvent être intéressants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. L'endométriose, il y a beaucoup de culpabilité chez les femmes qui souffrent d'endométriose parce qu'on ne les comprend pas, on ne les croit pas forcément. C'est vraiment un processus long pour être pris en charge. Comme vous avez vu, moyenne 7 ans de prise en charge. Donc, il faut vraiment voir comme toutes les thérapies complémentaires peuvent être vraiment intéressantes en plus du traitement médical standard, c'est-à-dire soit chirurgie, soit médicament. Donc, tout ce qui est sophrologie, ostéopathie, compléments alimentaires sont vraiment intéressants. C'est vraiment un arsenal thérapeutique en fait, pour le médecin de se dire j'ai des médicaments, j'ai la chirurgie, j'ai les compléments alimentaires, j'ai des thérapies complémentaires en plus. Donc, c'est vraiment important de voir que la femme n'est pas seule face à sa maladie. Et effectivement, il y a quand même un focus du gouvernement sur l'endométriose cette année qui est redevenu une priorité nationale. Hein. Donc, il y a plus de budget pour la recherche et il y a plus de parcours de soins structurés, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut voir que beaucoup de femmes en souffrent, mais ne le disent jamais. Donc, c'est vraiment une pathologie où voilà, il y a beaucoup de culpabilité et ça commence à changer. Mais voilà, il faut pouvoir voir que, en tout cas, le système NS et C-active peuvent être intéressants dans ces pathologies-là. Donc là, voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur l'endométriose, parce qu'effectivement, il y a quand même 2,5 millions de femmes, c'est énorme, hein, sur 60 millions qu'on est, 65 millions, et puis en sachant que là, c'est que les diagnostiqués. Donc la ménopause, ça, c'est vraiment un focus que je veux faire, parce que quand on parle de ménopause, on pense toujours aux bouffées de chaleur et puis on oublie tout le reste. On a l'impression que les femmes dans la ménopause, elles ne souffrent que de bouffées de chaleur. C'est absolument faux et c'est quelque chose qui est très sous-estimé en fait dans la prise en charge parce qu'en fait, les femmes ont… en fait, à chaque femme, sa ménopause. Hein. C'est très variable selon les femmes et c'est important de voir en fait qu'il y a des symptômes secondaires qu'on sous-estime parce qu'on pense que ce n'est pas lié à la ménopause. Mais en fait, si. Et il y a une partie des produits sériles qui peuvent vraiment être intéressants pour justement diminuer ces inconforts ou diminuer ces symptômes. Donc voilà, c'était juste… Bon là, je fais un peu d'humour, mais il faut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Parce que c'est vrai que c'est souvent sous-estimé. La femme est souvent soumise à des douleurs chroniques et on se dit toujours qu'elle est chochotte ou pas. Non, les femmes sont beaucoup plus finalement résistantes à la douleur que les hommes, ça faut le savoir. Donc, voilà. Mais par contre, les femmes ne sont pas obligées de souffrir en silence et il y a beaucoup de choses quand même où on peut les aider avec quand même des solutions naturelles. Et je pense que c'est important que la femme en parle aussi. Et les pharmaciens sont quand même, comme les médecins et comme les professionnels de santé, beaucoup plus relais maintenant de ces thérapies complémentaires. Donc, l'idée,
c'est de déjà comprendre ce qui se passe pendant la ménopause, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi les produits peuvent aider. La première chose, c'est qu'il y a des phases dans la ménopause et toutes les phases sont un petit peu différentes en termes de symptômes. Il y a une phase avant que la ménopause s'installe vraiment, où elles n'ont vraiment plus de règles. Il y a une partie qu'on appelle la périménopause précoce qui est vraiment compliquée pour certaines femmes parce que la variation hormonale est très, très présente. Donc, on va avoir des symptômes qui fluctuent comme ça, avec des intensités très élevées par moment. Donc, il y a une sorte d'irrégularité qui s'installe. Les œstrogènes vraiment commencent à diminuer, mais bon, elles ont toujours leurs règles de temps en temps. Et la périménopause tardive, c'est quand on commence à avoir des améliorés, donc l'absence de règles pendant plus de 60 jours. Donc là, on commence à installer la ménopause de façon un peu plus consistante. Et c'est vraiment les 12 mois précédant la règle définitive des règles. Et donc, cette périménopause, il faut voir que comme il y a beaucoup de fluctuations, les femmes, pour certaines, hein, pas toutes, mais globalement, elles souffrent de symptômes très, très forts, mais fluctuants. Donc, c'est très compliqué à gérer parce que pour celles qui travaillent encore, globalement, elles peuvent avoir des bouffées de chaleur très importantes, des douleurs articulaires très importantes, des troubles de l'humeur très, très importantes. Donc, c'est vrai que c'est des symptômes très marqués. Quand on arrive en post-ménopause, c'est-à-dire que les règles se sont totalement arrêtées, en fait, les œstrogènes diminuent. Donc, l'œstrogène, c'est une hormone très, très importante dans énormément de fonctions du corps. Et donc, avoir moins d'œstrogène va avoir énormément de conséquences, tout simplement. Il y a de toute façon une atrophie au niveau urogénital qui se forme. Donc, globalement, les femmes peuvent ressentir des douleurs au niveau urinaire ou au niveau génital. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont impacter les risques d'infection urinaire et puis les douleurs pendant l'acte sexuel. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que les femmes ne parlent pas, qui est très présent pendant la ménopause. Il y a un vieillissement du coup accéléré, sans œstrogène tout simplement. Et en fait, le ratio œstrogène et testostérone, donc toutes ces hormones-là, comme le ratio change, puisqu'on perd en œstrogène et du coup le ratio œstrogène-androgène va être perturbé, on va avoir une augmentation de la graisse viscérale, une augmentation quand même on va dire une augmentation du poids, ou alors elles prennent plus facilement du poids dû à ces changements hormonaux. On va avoir aussi beaucoup de marqueurs inflammatoires qui arrivent non seulement avec le vieillissement, mais aussi avec finalement le changement hormonal. Donc, on a quand même une faiblesse musculaire qui peut s'installer, une perte calcique, vraiment au niveau osseux aussi, on verra, une moindre renouvellement du tissu osseux et globalement une augmentation du risque cardiovasculaire. Généralement, les lipides augmentent, les graisses au niveau sanguin augmentent. Donc voilà, on a quand même une augmentation du risque cardiovasculaire qui s'installe. Donc, il faut bien voir que la ménopause, ce n'est pas que les bouffées de chaleur. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle que les symptômes vasomoteurs, les suées nocturnes ou les bouffées de chaleur. Effectivement, c'est un symptôme qui est très prévalent. Dans la plupart des pays d'Europe, c'est entre 50 et 75% des femmes qui vont avoir des bouffées de chaleur. Mais en fait, il y en a quand même 40 à 60% qui ont aussi des troubles du sommeil. Donc, en fait, il n'y a pas que les bouffées de chaleur. Il y a beaucoup d'autres symptômes. Donc, il y a effectivement les troubles du sommeil. Alors, ça peut être lié aux bouffées de chaleur, mais ça peut être lié aussi aux troubles de l'humeur, aux changements hormonaux, etc. Donc, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a aussi des variations d'humeur et puis plus d'anxiété, de stress pendant cette période-là, tout simplement parce qu'en fait, la chute des œstrogènes agit aussi sur les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc, globalement, si on change l'activité des neurotransmetteurs, on change aussi la régulation d'humeur. Donc, il y a plus de symptômes dépressifs, d'anxiété pendant cette période-là. Donc, les symptômes urogénitaux, il faut voir 50% des femmes. Donc, la plupart, c'est de la sécheresse, mais ça peut être aussi des démangeaisons, des brûlures, des infections récurrentes urinaires. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut voir comme quelque chose qu'on peut traiter, mais par contre, il faut en parler aux pharmaciens. C'est vraiment quelque chose où il faut en parler à un professionnel de santé pour trouver des solutions. Pareil, donc effectivement, il y a au niveau de la libido, il peut y avoir des variations. Et puis après, il y a beaucoup de douleurs articulaires. Les femmes ménopausées sont à risque de faiblesse musculaire et sont à risque de douleurs articulaires parce que les œstrogènes jouent beaucoup dans le renouvellement du cartilage, dans le renouvellement osseux, etc. Les femmes, dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des règles, développent des arthroses de façon très, très rapide, beaucoup plus qu'avant. Et le déficit en œstrogènes aggrave en fait le risque d'arthrose, par exemple. Donc, on a beaucoup plus en fait d'arthrose qui vont se développer, de faiblesse musculaire, de risque de chute, etc. quand même à partir de ces périodes-là. Outre la perte calcique qui, de toute façon, est chez la femme, s'accentue à partir de 50 ans. Donc, globalement, pour vous montrer quand même, on a
Donc, au niveau central, donc au niveau du cerveau, on a quand même, voilà, comme on disait, des risques d'anxiété, dépression, ça peut arriver, des changements d'humeur, plus de migraines, des fois liées à l'inflammation. Voilà, on peut avoir les symptômes vasomoteurs, donc on a vu bouffée de chaleur, etc. Au niveau de la peau, forcément, déficit en oestrogène égale moins de renouvellement de la peau, moins de collagène qui est produit, plus de rides qui apparaissent, etc. Donc, on va voir aussi que globalement, les changements au niveau de la peau et des cheveux sont aussi très importants pendant la ménopause. Donc, ça, on détaillera un peu plus après. Il y a aussi, comme on a vu, les variations de poids, la adiposité au niveau viscéral qui apparaît. Il y a aussi donc le système urogénital, on a vu effectivement ce qui peut se passer au niveau urinaire. Et après, tout ce qui est douleur articulaire et sarcopénie. Donc, la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Donc, il y a quand même 30 à 40% des femmes qui rapportent une réduction de la performance au travail, perte de l'estime de soi, elles se sentent moins femmes, etc. Donc, en fait, la ménopause, il faut se dire que voilà, chaque femme a sa ménopause, elle la vit différemment, mais globalement, il y a quand même des solutions. Donc, juste pour vous dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que au niveau, enfin là, c'est juste pour faire un focus aussi au niveau du cerveau, les œstrogènes ont un gros impact sur tout ce qui est, comme on disait, les neurotransmetteurs. Donc, la voie dopamine, sérotonine, qui influe sur le sommeil, qui influe sur l'humeur, etc., l'anxiété, et aussi sur la libération de tout ce qui est neuroendocrine. Donc, vraiment, l'hormone de stress, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des variations comme ça liées finalement aux variations d'œstrogène, hein. Très, 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 très importantes. Et quand il y a un déficit, forcément, il faut une période d'adaptation du corps au fait qu'il y ait moins d'œstrogène, hein, tout simplement. Donc, il faut vraiment voir ça comme une adaptation. La ménopause, c'est une phase transitoire pour dire que maintenant, il y a moins d'œstrogène dans le corps. Donc, forcément, il y a une étape de vieillissement, hein, c'est comme ça. Et du coup, forcément, quand il y a moins d'œstrogène, vu l'impact des œstrogènes sur beaucoup de tissus, forcément, il faut une phase d'adaptation. Et cette phase d'adaptation est plus ou moins avec des inconforts. Donc voilà, il y a aussi une dérégulation de la thermorégulation, donc c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir une température. Et donc, des fois, effectivement, il y a une adaptation qui se fait progressivement au niveau vasculaire et les bouffées de chaleur viennent de ça, hein, du fait qu'il y a une dérégulation en fait, pendant un temps de la thermorégulation. Le corps n'arrive pas bien à réguler la température. Et puis, voilà, au niveau musculaire, hein, effectivement, donc les œstrogènes, en fait, jouent sur la capacité de contraction musculaire, hein, sur l'actine et la myosine qui sont essentielles à la contraction musculaire. Donc, quand il y a un déficit, en général, la qualité de la contraction musculaire est moindre et il y a moins de renouvellement, hein, de synthèse, de production, hein, de nouvelles fibres musculaires au fur et à mesure de la ménopause et du vieillissement. Et puis, pareil, les œstrogènes stimulent quand même le renouvellement osseux, hein, et donc, forcément, quand il y a moins d'œstrogènes, il y a moins de renouvellement osseux, tout à fait de façon très logique. Donc, forcément, les femmes sont quand même plus à risque de chute, de fractures osseuses à partir de 50 ans. Et puis, comme on le disait, voilà, donc effectivement, on a plus de graisse au niveau abdominal, mais ça, c'est lié aux hormones, hein, parce qu'on a plus de testostérone, on a moins d'œstrogène. Donc, comme les hommes, elles vont prendre un peu plus de graisse au niveau viscéral avec l'âge. Et puis, effectivement, il y a souvent moins de contrôle glycémique, plus d'insulinorésistance. Donc, globalement, on a plus à risque de développer un diabète de type 2 et puis des hyperlipidémies ou des hypercholestérolémies. Et il faut voir aussi au niveau vasculaire que, globalement, on augmente le risque d'hypertension, hein, parce que les œstrogènes agissent aussi sur le système rénine-angiotensine. Donc, c'est le système qui régule en fait la tension artérielle, hein. Donc, effectivement, globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps de la femme. Donc, l'idée, en fait, dans la ménopause, c'est de se dire que le Semenens peut aider déjà sur toute la partie qu'on a vue, régulation de l'humeur, du stress, trouble du sommeil. Pourquoi? Parce que la phényléthylamine va essayer de rebalancer ce qui se passe au niveau des neurotransmetteurs déjà. Et puis, il faut bien voir que s'il y a une dérégulation hormonale, forcément, la capacité, le métabolisme et donc la capacité de renouvellement de ces tissus-là va être affectée. On a vu, il y a moins de renouvellement osseux, il y a moins de production au niveau du cartilage articulaire, il y a moins de production de collagène au niveau de la peau. Donc, globalement, en fait, le métabolisme se ralentit parce qu'en fait, les œstrogènes ont un effet un peu stimulant. Donc, l'idée, en fait, avec le Semenens, c'est qu'on va participer à stimuler le corps sur renouveler les tissus, réparer les tissus, diminuer cette inflammation. Parce que comme il y a de l'inflammation chronique, non seulement pendant la ménopause, mais aussi avec l'âge,
globalement, les tissus se réparent moins bien. Donc, tout ça va permettre une immunomodulation pour que le système immunitaire aussi se rebalance. Donc, il y a vraiment cet effet d'accompagner le corps, finalement, dans ces troubles hormonaux, pour vraiment permettre le rééquilibrage un peu. Voilà. Donc, c'est vrai que le séménène peut vraiment apporter en tout cas ce rééquilibrage-là. Donc, toujours avec 2 gélules le matin, 2 gélules le soir, parce qu'effectivement, on est toujours sur à peu près la même quantité de base. On peut augmenter à 6 gélules par jour, mais globalement, on commence souvent à 4. Et on a vu que les femmes sont aussi à risque de douleurs articulaires. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il se passe plein de choses pendant cette période-là. On a le déficit en oestrogène, la fuite calcique, la réduction du renouvellement osseux, la perte de collagène et de cartilage et une réduction du renouvellement des chondrocytes. Donc ça, on l'avait vu avec le C-Active-Flex. Les chondrocytes permettent la production de toutes les protéoglycanes, donc qui permettent de maintenir l'articulation en état, la mobilité articulaire. Et globalement, s'il y a moins de renouvellement des chondrocytes, il y a moins de protéoglycanes qui sont produits. Et comme on a quand même, lors justement du déficit en oestrogène et du vieillissement, plus d'inflammations chroniques et de stress oxydatif, globalement, les femmes sont quand même à risque de faiblesse musculaire et de douleurs articulaires. Et comme on a vu, de développer soit des risques de chute, soit des pertes de densité minérale osseuse, ou alors d'arthrose. Donc l'idée avec le C-Active Flex, c'est quand même de pouvoir réduire ces douleurs articulaires, s'il y en a, donc vraiment augmenter cette mobilité comme on a vu, réduire la douleur, et il y a l'effet anti-inflammatoire et antioxydant. Donc si on réduit la douleur et qu'on améliore la mobilité, forcément, globalement, on va améliorer la qualité de vie des femmes ménopausées qui peuvent avoir des douleurs articulaires ou des faiblesses musculaires. Pourquoi? Donc juste quelques rappels pour le C-Active Flex. Dans le C-Active Flex, on a le C-Active. On a vu que le C-Active a une action anti-inflammatoire, donc c'est juste pour faire quelques rappels, hein, C-Active, C-Active Flex, comme là, ça peut aider sur la partie ménopause. Donc, on a vu quand même le C-Active avait une action anti-inflammatoire, donc inhibition de 2 enzymes pro-inflammatoires, exactement comme le ferait un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, inhibition COX de 5-LOX. Donc, ça, c'est très important. On sait que ça participe aussi au soutien de la surveillance immunitaire normale. Donc, c'est important de voir qu'avec l'âge, on a quand même une immunité qui fonctionne moins bien. C'est le cas aussi dans la ménopause parce que les œstrogènes aussi ont une action sur le système immunitaire. Donc, globalement, on va soutenir une action anti-inflammatoire et une surveillance immunitaire normale. Comme on a vu, les femmes ménopausées sont à risque de douleurs articulaires. Le C-Active est déjà cliniquement testé pour diminuer ces douleurs articulaires. Donc, il y a eu 3 études qui ont été faites sur le C-Active, soit à court terme, soit à long terme. Mais globalement, on va diminuer entre 2 à 4 semaines les douleurs primaires, la douleur secondaire, au repos comme à l'activité physique. Donc ça, c'était une des études qu'avait fait Gita à l'époque en 2015 et 2016. Aussi, au niveau court terme, il y a une autre étude qui avait été faite où ils ont pris une semaine le C-Active, une gélule par jour. La 2e semaine, ils n'avaient rien pris. La 3e semaine, ils avaient pris le placebo. Et la 4e, ils avaient pris la demi-dose, donc une demi-gélule. Et en fait, on a vu aussi une réduction de la douleur dès 7 jours, donc surtout à 500 mg. Donc, augmentation des activités quotidiennes et diminution de la douleur pendant l'activité physique aux 2 doses. Donc, on a bien vu qu'on peut diminuer cette douleur articulaire via le C-Active. Et comme les femmes sont en ménopause à risque de douleurs articulaires ou de faiblesse musculaire, c'est vrai que dès qu'il y a des inconforts à ce niveau-là, qui sont quand même, on l'a vu, assez prévalents, à 30 à 40%, ça fait pratiquement une femme sur 2 qui quand même souffre de douleurs articulaires. Donc, c'est vraiment important de voir qu'en plus du STEM-NN, pour ce côté rééquilibrage, peut aider sur cette partie musculaire et articulaire. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, comme on le disait, effectivement, ces 3 études le montrent bien. Ce qui est important aussi de voir, c'est que dans le C-Active Flex, on a quand même 3 autres ingrédients cliniquement testés, que ce soit Cherry Pure, donc l'extrait de cerise griotte qui est en fait standardisé en flavonoïdes, en proanthocyanidine, et qui est cliniquement testé pour réduire tout ce qui est douleur musculaire et douleur articulaire. On a la membrane de coquille d'œuf qui, lui, va apporter les éléments en fait, qui vont nourrir l'articulation, puisque ce sont des éléments qu'on retrouve dans l'articulation, qui est anti-inflammatoire et qui va permettre en fait aussi de participer à réduire tout ce qui est destruction du cartilage. Voilà, avec le temps, en général, on réduit le cartilage. En cas d'arthrose, c'est encore plus amplifié. Et puis, l'extrait de Boswellia serrata qui permet d'améliorer tout ce qui est mobilité
et qui est anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment important de voir qu'en tout cas pour la ménopause, dès qu'il y a ces troubles de l'humeur, stress, sommeil, cette partie de douleur musculaire articulaire et le rééquilibrage qu'on peut faire, et vraiment stimuler le corps sur la partie réparation, renouvellement, le Stemmenens et le C-Active Flex peuvent vraiment aider, en tout cas pour ces symptômes-là. Donc, c'est vraiment important d'y penser, de se dire, bah voilà, en cas de ménopause, il y a quand même déjà ces 2 produits-là, en plus peut-être de d'autres produits qui sont peut-être spécifiques pour les bouffées de chaleur, etc. Donc, c'est vraiment important de voir ça. Donc, globalement, quand on regarde, en fait, on peut donner 2 gélules de Stemmenens ce matin avec 2 gélules de C-Active Flex, et puis le soir, 2 gélules de Stemmenens, 2 gélules de C-Active Flex. Donc, ça permet d'avoir 4 gélules par jour pour ces produits. Et puis, on a vu, si on reprend le schéma qu'on a vu au départ, surtout un peu les symptômes de la ménopause, on va du coup pouvoir traiter ces symptômes musculaires articulaires, c'est la partie cognitive, et puis finalement la partie sur la santé de la peau et des cheveux. Parce qu'il faut voir que quand on réduit la quantité d'œstrogène, on va avoir une moindre production de collagène, une déshydratation de la peau qui s'installe, donc les rides vont s'accentuer pendant la ménopause. On a une perte des cheveux très, très importante aussi parce que les œstrogènes favorisent le renouvellement des cheveux. Hein. Donc, globalement, quand il y a moins d'œstrogènes, il y a moins de renouvellement des cheveux, donc il y a quand même une perte plus importante. Et donc, cette partie-là, le collagène actif peut aussi aider sur la partie santé de la peau et santé des cheveux. Parce que les femmes disent souvent, on ne m'a pas trop parlé que pendant la ménopause, il y a quand même 50 à 60% des femmes qui n'étaient pas au courant que pendant la ménopause, le déficit en œstrogène joue sur la partie santé de la peau et des cheveux. Donc, le collagène actif peut être aussi une solution pour justement aider. On va faire quelques rappels sur le collagène actif, mais voilà, sur cette partie santé de la peau et des cheveux. Donc, on voit bien quand même que pour l'endométriose ou avec Stemmenens C-Active, ou pour la ménopause, Stemmenens C-Active Flex et collagène active, on est capable de proposer des solutions sur une partie en fait de ces symptômes-là. En plus de ce que peut proposer le médecin, c'est-à-dire voilà, soit des traitements médicamenteux ou des traitements hormonaux ou des choses voilà, qui sont standards, on va dire, dans la prise en charge. Mais c'est vraiment important de voir que quand même, on est capable d'apporter sur certains inconforts des solutions. Donc, on va faire quelques rappels après pour la santé de la peau et des cheveux. Alors, ça peut servir dans le cas de la ménopause, mais en général, pour les femmes, c'est vrai que les femmes ont quand même, surtout à partir d'un certain âge, voilà, à partir de 30 ans, on commence à avoir un peu de rides, on peut avoir des pertes de cheveux un peu plus importantes, etc. Donc, on va juste faire quelques rappels sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau quand on vieillit. Et puis, on fera quelques rappels sur le collagène actif et sur après la gamme cosmétique et Stemmenens pour tout ce qui est santé de la peau et des cheveux. Ce serait que pour la santé féminine et pour on va dire, le bien-être féminin, c'est quand même important aussi. Donc, quelques rappels sur la santé de la peau. Donc, avec le vieillissement, on a une diminution, en général, on est à risque de carence. Donc, globalement, on va apporter moins de vitamine B, moins de vitamine E qui est antioxydante, etc., moins de calcium, de zinc, de fer. Ces micronutriments sont indispensables pour la santé de la peau. Donc, globalement, avec le vieillissement, si on est carencé, on va moins apporter les nutriments essentiels à la peau. Il y a une augmentation du stress oxydatif, on le sait, et de l'inflammation. Donc, globalement, voilà, au niveau de la peau, forcément, l'inflammation va aussi diminuer le renouvellement des kératinocytes ou des fibroblastes. Donc, forcément, au niveau de la peau, on est quand même capable de stimuler le métabolisme de la peau avec un certain nombre d'ingrédients, dont le Stemmenens aussi. Donc, au niveau de la peau, qu'est-ce qui se passe? En fait, le vieillissement cutané va faire qu'on va perdre le film lipidique, qui est vraiment les céramides qui protègent en fait la peau de la déshydratation. On va avoir moins de production de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. Donc, globalement, voilà, le réseau qui maintient la peau vraiment dense, vraiment élastique, va finalement en fait se désagréger au fur et à mesure, d'où l'apparition au fur et à mesure des ridules ou des rides. Donc, forcément, si on a moins de production de collagène, d'élastine, on a moins d'élasticité de la peau. La peau se déshydrate au fur et à mesure parce qu'elle a moins de céramide et moins de réserve d'eau dans le derme. Donc, elle perd sa fermeté au fur et à mesure qui est accentuée avec le déficit d'œstrogène pendant la ménopause. Donc, la peau est bien sûr exposée aux UV, exposée à la pollution au soleil, etc. Donc, au fur et à mesure, on peut avoir aussi des taches, des imperfections qui apparaissent, de la sécheresse, de la sensibilité, face aussi à certains facteurs chimiques. Donc, on avait vu les shampoings, les gels douche, etc. Ou les détergents. Il peut y avoir une alimentation déséquilibrée, le stress chronique qui peut agir sur la peau, le manque de sommeil, le manque d'hydratation aussi. Donc, un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte
pour avoir une bonne santé de la peau. Donc, bien évidemment, qu'est-ce que le collagène actif va faire? On fait quelques rappels aussi, parce que là, on est quand même dans la santé féminine, donc on est dans le thème. On a quand même des peptides de collagène, le C-active et un certain nombre de micronutriments, avec aussi un cocktail, on verra, d'un certain nombre de plantes qui peuvent être intéressants. Donc, on fait juste quelques rappels sur le collagène. Le collagène, ce n'est pas que la peau. Le collagène, c'est aussi au niveau du cartilage, au niveau des os, au niveau des cheveux, etc. et des tissus conjonctifs. Donc, il faut bien voir que, aussi pendant la ménopause, quand on a une perte d'œstrogène, la stimulation du métabolisme va agir sur tous aussi ces tissus-là, parce que les récepteurs au collagène se trouvent aussi au niveau du cartilage, des os, des ongles, du cerveau, du foie, etc. Donc, globalement, il faut bien voir qu'il y aura une moindre production de collagène de toute façon qui va s'accentuer avec la ménopause, mais avec le vieillissement de toute façon. Donc, forcément, ça va agir sur le métabolisme du cartilage et aussi la peau et les cheveux. Donc, le collagène peut faire quoi? Une action structurale, puisqu'en fait, on va apporter des éléments de base de collagène pour apporter finalement, stimuler aussi le métabolisme, pour produire plus de collagène d'élastine, et vraiment pour le renouvellement des fibroblastes qui, eux, dans la peau, vont permettre, c'est vraiment les cellules de la peau. Donc, il faut bien voir que le collagène a cette action structurale et stimulation du métabolisme. Donc, ça va permettre d'augmenter la fermeté de la peau, l'élasticité, etc. Il y a beaucoup d'études cliniques sur les peptides de collagène, que ce soit sur les femmes caucasiennes, les femmes japonaises, enfin, sur un certain nombre d'ethnies. Et globalement, des 5 à 10 grammes de peptides de collagène par jour, ce qui est la dose en collagène active, on a une amélioration de l'hydratation de la peau, une amélioration de la densité du collagène, une amélioration de tout ce qui est élasticité, fermeté, hydratation de la peau. Donc, c'est vraiment important de voir que ce soit pendant la ménopause, effectivement, parce qu'on en a parlé, mais globalement sur la santé de la peau, que ce soit pour les hommes ou les femmes, globalement. Mais c'est vrai que c'est plutôt les femmes qui achètent ces produits-là pour l'instant. On a dès 2,5 grammes de peptides de collagène d'origine marine, on a en fait une amélioration de l'élasticité, de l'hydratation. Et en fait, on voit qu'il y a un effet synergique quand on ajoute de la vitamine C, du zinc, donc des micronutriments qui sont essentiels à la peau. Donc ça a été montré dans une étude où on a bien vu qu'après 12 semaines de supplémentation, on avait une amélioration de l'élasticité de la peau, de l'hydratation, de la densité de la peau, etc. Donc, c'est vraiment important de voir qu'effectivement, il y a quand même des solutions naturelles pour accompagner finalement à chaque âge pour vraiment avoir ces bénéfices au niveau cutané. Donc, ça va jouer aussi les peptides de collagène. Donc, entre 2,5 à 10 grammes par jour, on a une amélioration de la morphologie du collagène, une diminution de la fragmentation du collagène avec le temps, une amélioration de la taille des pores aussi. Donc, ça permet vraiment d'améliorer le micrograin de la peau, en plus du côté fermeté et élasticité qu'on a vu. Par contre, il faut 3 mois de supplémentation minimum. On en avait déjà parlé pendant la formation sur le collagène active, mais c'est important de voir que globalement, quand on veut rééquilibrer le métabolisme ou la santé de la peau, c'est minimum 3 mois de consommation. On a aussi, bien sûr, des ingrédients qui vont avoir des actions complémentaires aux peptides de collagène. Donc, on a vu le C-active, effectivement, qui est anti-inflammatoire et antioxydant. Mais, par exemple, on a aussi l'élastine qui va stimuler les fibroblastes, donc les cellules de la peau, pour augmenter la synthèse de collagène ou la synthèse d'élastine. Donc, c'est important de voir que globalement, on a vraiment des ingrédients dans le collagène actif qui sont complémentaires pour, on va dire, améliorer l'hydratation, l'élasticité, la fermeté et stimuler le métabolisme. Donc, l'extrait d'écorce de pin, par exemple, est très riche en polyphénol, un peu comme les fruits rouges, comme les oligoproanthocyanidines. Et du coup, pareil, au niveau clinique, on a des améliorations de l'hydratation de la peau, diminution de la perte en eau, donc ça permet d'éviter la déshydratation, et ça permet d'améliorer l'élasticité de la peau. Donc, tous les ingrédients qui ont été vraiment choisis dans le collagène active ont cette capacité du coup à stimuler le métabolisme de façon complémentaire. Donc, on voit bien que chaque fois, il y a des mécanisations un peu complémentaires et avec des études cliniques derrière dans la bibliographie. Pareil, pourquoi on a mis du soja noir fermenté dans le collagène active, dans le blend qui est exclusif?
C'est parce qu'en fait, le soja noir a une activité anti-élastase, anti-tyrosinase. Donc, ce sont des enzymes qui vont jouer sur tout ce qui est pigmentation de la peau, fermeté de la peau. Et donc, globalement, voilà, comme ça module l'activité de ces enzymes-là, ça va permettre aussi de permettre de diminuer les taches, les imperfections et la fermeté de la peau. On a aussi ce qu'il faut voir, par exemple, le cordyceps agit aussi sur tout ce qui est photovieillissement. Donc, ça, c'est par rapport à l'exposition UV. Donc, voilà, c'était juste pour vous donner des exemples de qu'est-ce qu'il y a dans la littérature par rapport aux ingrédients qu'il y a dans le collagène actif. Donc, la vitamine C, c'est assez connu. Hein. La vitamine C, outre son action antioxydante, donc, il va permettre de diminuer en fait, les dégâts que provoquent les UV ou la pollution au niveau de la peau. Ça va en fait permettre aussi de stimuler la différenciation des kératinocytes, donc c'est d'autres cellules de la peau, et voilà, de favoriser la cicatrisation des plaies aussi, l'action antioxydante. Donc, vraiment, il y a des bénéfices cosmétiques assez connus hein, quand même de la vitamine C, puisqu'en fait, il y a aussi le fait que comme il agit comme un cofacteur pour la production de collagène, ça a des bénéfices vasculaires, mais aussi ça a des bénéfices au niveau du métabolisme cutané. Donc, on a vu aussi que dans le collagène actif, il y a un certain nombre de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux ou d'oligo-éléments, comme la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, la niacine, le zinc et la biotine. Donc, ça, ce sont des allégations qui sont autorisées hein, en Europe. Sur ces micronutriments, à partir du moment où on apporte au moins 15% des apports de référence. Là, on est entre 91% à 600% des apports journaliers de référence. Donc, on peut se servir de ces allégations-là. Et en général, ces micronutriments ont été choisis parce qu'ils participent en fait tout simplement soit au métabolisme de la peau, soit au maintien des ongles ou des cheveux, comme le sélénium par exemple, comme le zinc, et ça va permettre de protéger les cellules contre le stress oxydatif, comme par exemple la vitamine E ou la vitamine C qui ont une action antioxydante, et la vitamine D sur les os et les muscles. Bon, ça, c'était plus aussi pour la partie articulaire. Mais juste pour dire en tout cas que le collagène actif, que ce soit pour la ménopause ou à n'importe quel âge, en tout cas, peut vraiment aider à garder voilà, la fermeté et l'élasticité de la peau, l'hydratation de la peau et soutenir le métabolisme cutané aussi avec ces micronutriments. Donc, bien sûr, pour la santé de la peau et des cheveux, il n'y a pas que la partie collagène active. Sur la santé de la peau, il y a la gamme cosmétique, il ne faut jamais oublier, qui est très complémentaire avec le collagène actif. Hein. On fait souvent du in-out. Donc, c'est vraiment important de voir, voilà, pour la santé de la peau, il y a aussi toute la gamme cosmétique avec la gelée micellaire pour nettoyer, pour vraiment nettoyer, soit pour les peaux vraiment sèches ou les peaux mixtes. Hein. La gelée micellaire, ça dépend. On a le sérum tenseur, on a la crème de nuit qui va vraiment permettre l'hydratation de la peau, stimuler le renouvellement, parce qu'il y a de la FA aussi. Et puis, on a la CC Cream qui va plus être 2 jours pour la partie réduction des imperfections, etc., qui permet aussi, avec les pigments, de pouvoir colorer hein, la peau. Et puis, après, il y a aussi le Stemmenens, puisqu'en in-out, on peut très bien stimuler le renouvellement avec la crème de nuit et aussi en ingestion orale avec le Stemmenens pour vraiment stimuler le métabolisme. Donc, il y a vraiment un effet synergique hein, sur l'effet in-out qui est assez connu entre les produits nutri-cosmétiques qu'on ingère et les gammes cosmétiques sur la peau. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire sur la santé féminine. Donc, on a vu effectivement que pour la partie d'endométriose, on est capable quand même, avec le Stemmenens CC actif, de jouer sur la partie inflammation chronique, sur la partie douleur chronique et sur la réparation des lésions, enfin la capacité du corps à lutter contre ces lésions et stimuler le renouvellement. Et donc, pour la partie ménopause, on a vu qu'on est quand même capable, avec le Stemmenens CC actif Flex et le collagène actif, et puis bien sûr la gamme cosmétique pour tout ce qui est santé de la peau, des cheveux, pour tout ce qui est santé cognitive, donc stress, régulation de l'humeur, et aussi la fonction articulaire, donc les douleurs articulaires qui sont quand même assez communes, on va dire, à partir de la ménopause, mais qui existent à tout âge. Et sur la capacité du corps à se renouveler et à rééquilibrer des fois les dérégulations qu'on peut voir suite au déficit aux oestrogènes. Donc, c'est vraiment cette idée que le Stemmenens accompagne la capacité du corps à se renouveler et à réparer, et que dans des cas de transition comme est la ménopause, ça permet d'atténuer, voilà, de rééquilibrer un peu tout ça.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez important, hein. C'est qu'on est capable quand même avec cette gamme-là pour les douleurs articulaires, pour l'inflammation chronique, pour les douleurs chroniques, hein, via l'inflammation, et pour tout ce qui est stress, régulation de l'humeur, la phényléthylamine, en tout cas présente dans la FA, a ses effets court terme qui sont assez bien rapportés quand même globalement dans la population, mais qui peut en tout cas servir pour cette partie endométriose, ménopause. Et pour la santé de la peau et des cheveux, on a le Stemélens, le collagène active et la gamme cosmétique. Donc, on est quand même assez bien pourvu pour traiter certains symptômes, pour accompagner finalement voilà, la santé féminine qui, des fois, voilà, peut finalement être traitée avec beaucoup d'approches complémentaires, finalement. Voilà. Donc, je ne sais pas, Nuno, si François est arrivé. Oui, il est là, je le vois. Super. Alors, Salut, François. je pense qu'on peut lui laisser la parole si, bien sûr, François a, via son expertise de des années de pratique médicale. Donc, François, si tu as, bien sûr, des éléments complémentaires à rajouter, c'est avec plaisir. Il faut activer le son, François. Ah oui, François, il y a ton micro qui doit être coupé. Est-ce que nous, on peut le débloquer, par contre, peut-être? Attention, je vais essayer Attends, je vais voir parce que je ne l'ai pas dans la liste. Alors, peut-être, attends. Je vais le mettre comme... François, où es-tu? Ça doit être bon, là. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. salut François. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour nous. En tout cas, nous à La Réunion, il est déjà 20h52. Oui, chez moi, ça va. C'est pas trop tard encore, mais chez toi, c'est tard. Très bien. Ouais. Bien, écoutez, bon, en tout cas, Véronique, félicitations, hein, parce que vraiment, tu as fait un tableau très, 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 très complet sur la santé de la femme. Et j'avoue que rajouter beaucoup de choses, c'est compliqué parce que tu as quasiment tout dit. Bon. Oui, mais c'est bien aussi de parler de ta patientèle et de ce que tu vois chez tes patientes. Moi, je trouve que c'est important parce que je trouve que ces pathologies-là, on n'en parle jamais assez. Et je trouve que c'est important d'avoir le recul, enfin le regard d'un médecin pour, je trouve, sur ces pathologies-là aussi, en fait. Tout à fait. Alors, donc, je vais reprendre un petit peu thème par thème les différents éléments que tu as développés. Donc, concernant l'endométriose, oui, effectivement, nous sommes vraiment confrontés à ce problème-là. Et je vais prendre juste un exemple. Une de mes jeunes patientes de 34 ans, chez qui, donc, qui a eu la chance d'avoir quand même un enfant, parce que tout à l'heure, il faudra qu'on reparle un petit peu des problèmes de fertilité chez les femmes endométriosiques, hein, parce qu'il y a vraiment, on dit qu'il y a à peu près 50% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui sont aussi atteintes d'infertilité. Donc ça, c'est quand même un problème vraiment dramatique. Donc, ma patiente a eu la chance quand même d'avoir un enfant, et donc elle a 35 ans, et donc elle avait une endométriose qui était connue, hein, avec tout à fait les symptômes que tu décrivais, des douleurs qui sont des douleurs majorées pendant la période des règles abondantes, des douleurs pelviennes essentiellement. Et puis, un beau jour, cette dame est venue parce qu'elle était essoufflée. Elle était essoufflée et je lui fais un bilan et badaboum, elle avait fait donc ce qu'on appelle un pneumothorax. Donc un pneumothorax, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc un pneumothorax, en gros, vous avez le poumon qui a une enveloppe qu'on appelle la plèvre, et le pneumothorax, c'est de l'air qui rentre dans cette plèvre, et donc du coup, le poumon se trouve complètement affaissé. Bon. Et donc ça, c'était le premier épisode. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, on est obligé de faire un traitement qu'on appelle un traitement de talcage. Et donc, c'est un traitement quand même assez lourd. Et donc, au décours du bilan, en fait, on a découvert que en fait, elle avait une localisation endométriale de la plèvre. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Donc, elle a eu donc son traitement, son traitement donc chirurgical, hein, pour racoler la plèvre. Et parallèlement à ça, donc, on lui a donné évidemment donc, un traitement. Nous, ce qu'on donne habituellement, c'est un traitement pour bloquer la sécrétion œstrogénique. Donc, en fait, les médicaments qu'on donne, c'est une castration. C'est l'équivalent d'une castration
chimiques. Bon. Eh bien, donc ça, évidemment, ça a aussi ses effets secondaires, hein, d'avoir ces castrations chimiques, au-delà de l'aspect l'aspect psychologique, parce que c'est partir comme ça avec une castration chimique à 34 ans, bah, moralement, c'est quand même pas terrible. Et, donc, et puis ensuite, ça veut dire également bah, plus de possibilités de grossesse, de manière conventionnelle. Bon, évidemment, bah, je ne vous parle pas des problèmes de ce qu'on appelle la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports. Donc, ça a eu un retentissement vraiment terrible au niveau, sur le plan, pour elle, sur le plan personnel, affectif, et à telle enseigne qu'elle s'est séparée de son mari. Vous voyez, bon. Et pour comble de malheur, eh bien, le traitement qu'elle a eu, le traitement de blocage hormonal, n'a pas bien, parce que ça ne marche pas toujours. La preuve, c'est que malheureusement, cette dame, il y a un mois, eh bien, de nouveau, elle était essoufflée. Donc, on a refait un bilan et cette fois-ci, elle avait refait donc, un pneumothorax avec ce qu'on appelle un hémopéritoine, c'est-à-dire en fait du sang qui se retrouvait dans la plèvre. Bon, et curieusement, ça c'est apparu exactement au moment où elle a eu sa règle. Vous voyez, donc comme quoi, cette endométriose, c'est vraiment quelque chose de pénible, parce que, comme disait Véronique tout à l'heure, en fait, c'est des localisations à distance, en dehors de la cavité utérine, de tissu utérin, mais qui réagit exactement sous la stimulation ovarienne, comme si c'était l'utérus. Donc, du coup, quand il y a des règles, bah, il faut se dire qu'il y a des saignements aussi un peu partout. Voilà. Donc, voilà, tout ça, je dis ça pour illustrer un petit peu le problématique auquel on est confronté, jusqu'à quel point ça peut arriver. Bon, donc, évidemment, la situation de cette dame, heureusement, est rare. Hein, c'est vrai, il faut dire que c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà. Donc, entre les douleurs pelviennes menstruelles classiques et les complications comme ma patiente a eu, bah, vous imaginez un petit peu tout le reste. Bon, alors je voudrais revenir aussi sur un élément qui est important, hein, c'est la part de l'endométriose dans l'infertilité. Hein, on dit qu'il y a à peu près 50% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui ont des problèmes d'infertilité. Et nous, dans les problèmes d'infertilité, c'est ce qu'on va rechercher quand même de manière quasi systématique. Voilà, bon, n'empêche que trouver la solution, trouver une endométriose, ça ne règle pas le problème de cette infertilité, puisque le traitement, bah, c'est un traitement hormonal qui bloque l'ovulation. Vous voyez, donc, ce qu'on fait en général, bon, quand c'est possible, hein, donc on fait des prélèvements d'ovocytes pour qu'un jour, eh bien, quand on trouvera une solution pour régler cette maladie, on puisse réimplanter ces femmes. C'est ce qu'on a fait pour la patiente. Voilà pour l'endométriose, donc une maladie, une foutue maladie, hein, vraiment. Nous, les hommes, on a la chance de ne pas avoir un truc équivalent, comme le disait Véronique, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on souffre un peu moins. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la ménopause, pour l'endométriose. Pour la ménopause, ouais, là aussi, ce que tu as dit, Véronique, est vraiment tout à fait complet. Hein. Ce que je rajouterais dessus, c'est qu'aujourd'hui, les solutions que nous apportons, il y a deux directions. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle les troubles climatériques dont tu as parlé, donc les bouffées de chaleur, les troubles de l'humeur, etc. Bon, eh bien, juste entre parenthèses, les femmes qui ont eu la malchance de connaître une endométriose, en fait, quand elles sont ménopausées, elles deviennent très heureuses. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il n'y a plus de stimulation hormonale et donc elles sentent beaucoup mieux. Voilà. Mais bon, ça fait quand même une tranche de vie qui a été quand même pas mal pourrie. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas eu la ménopause, eh bien, enfin qui n'ont pas eu l'endométriose, pardon, eh bien, c'est vrai que c'est une période qui est vraiment très, très difficile, extrêmement difficile, parce que c'est vraiment un changement dans la vie de ces femmes, leur vie de couple, leur vie professionnelle, etc. Donc, c'est vraiment une période qui est très délicate. Alors, aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes ménopausées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les progrès de la science et que l'espérance de vie augmentant, eh bien, on a de plus en plus de femmes ménopausées et qui sont ménopausées très longtemps. Donc, il y a des protocoles qui sont mis en place aujourd'hui, qui sont des traitements dits de hormonosubstitutifs. Hein. Bon, ces traitements hormonosubstitutifs ont pour objectif, en fait, de se substituer à ce que fabriquait donc l'ovaire. Bon, voyons quoi.
eh bien, on améliore quand même sensiblement la qualité de vie des personnes. On améliore ce que évoquait tout à l'heure Véronique, hein, donc depuis la peau jusque. Et puis, il y a un autre élément qu'on évoquera tout à l'heure quand on reparlera un petit peu du collagène, hein, du rôle en fait des traitements qu'on a et qui sont malencontreusement limités. Les traitements qu'on a, il faut le reconnaître, sont limités. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le fameux risque de cancer, hein, donc qui est quand même assez augmenté, hein, chez les femmes qui prennent le traitement hormonal substitutif. Donc, ça mérite vraiment une surveillance très, très attentive. Très attentive. Donc, au-delà de ça, eh bien, on se retrouve aussi avec des personnes qui vont avoir, en effet, si elles ne prennent que le traitement hormonal substitutif, en tout cas, le problème des autres carences dont parlait Véronique, les carences vitaminiques, les carences, eh bien, elles ne sont pas réglées par ces traitements. Donc, bien entendu, c'est important de les mettre en place parce que eh bien, c'est fondamental pour permettre à ces femmes de vivre encore très longtemps dans de meilleures conditions. Donc, je reviens au C-Active-Flex. C-Active-Flex, effectivement, eh bien, le C-Active-Flex a vraiment des effets très intéressants. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir sur le C-Active-Flex, c'est que il permet de préserver le capital cartilagineux, on va dire. Hein. Bon, à une condition, c'est qu'il ne faut pas attendre d'arriver au stade de la prothèse. Hein. Donc, plus tôt on commence, mieux ça vaut, sincèrement, parce qu'on sait de toute façon qu'on va y arriver. Donc, plus tôt on commence, mieux ça vaut. Je pense que l'avenir, il y aura peut-être des études qui nous donneront un petit peu plus de recul, mais je suis persuadé que vraiment, c'est la solution. La solution pour justement ne pas vieillir, disons, en bonne santé, mais grabataire. Vous voyez, parce que l'arthrose, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très invalidant. Hein. Et donc, du coup, il y a des personnes qui vont se retrouver vraiment dans des conditions difficiles, alors que intellectuellement, tout va bien, mais ils sont limités et donc amenés à des solutions aujourd'hui quand même. Heureusement, on a fait aussi les progrès en chirurgie, donc du coup, on arrive vraiment à régler pas mal de choses, quand même, pas mal de situations. Mais c'est vrai que si on peut l'éviter en étant préventif avec des molécules type C-Active, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout que là, il y a vraiment un effet complémentaire entre C-Active-Flex et Tevelens. Oui. Par exemple, on l'avait donné, c'était à l'île de la Réunion, un coach sportif qui est un ancien sportif professionnel. Oui. Et en fait, c'est vrai que lui, vu son âge, il avait quand même pas mal d'arthrose. Bon, c'était pas au genou, c'était au pied, mais et c'est vrai que très très vite, il disait qu'effectivement, bon là, c'est plus un cas clinique, c'est pas une étude, mais c'est vrai que très rapidement, il disait le Stemenens combiné au C-Active-Flex, par exemple, suite à ça, il a été opéré hein, justement de son arthrose, hein, parce que là, c'était vraiment invalidant. Et c'est vrai que son chirurgien avait dit j'ai rarement vu une récupération comme ça. Il l'avait mis, il nous l'avait écrit parce que franchement, vu l'âge, c'est un ancien sportif, l'état des articulations, c'était quand même très compliqué. Hein. C'est un ancien coach, mais je veux dire, c'est aussi un ancien sportif professionnel, coureur de trail. Et du coup, c'est vrai que quand je le suivais à l'époque, son chirurgien nous avait quand même rapporté, écoutez, il a remarché quand même super vite après son opération. Et du coup, il est toujours coach, hein. Enfin, il n'est plus sportif professionnel, mais il accompagne des sportifs professionnels. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir que plus on va soutenir la réparation, le renouvellement, plus les effets spécifiques au niveau articulaire du C-Active-Flex. Dans le cadre du vieillissement, c'est quand même très important pour la mobilité, parce que dès qu'ils veulent continuer à faire du sport, mais qu'ils ont mal, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que là, typiquement, sur la ménopause, où là, ça met vraiment à risque le cartilage, c'est pareil. Mais du coup, voilà, on avait quand même des témoignages comme ça, des cas cliniques assez intéressants de cette combinaison-là aussi. Oui, super. Bon, donc en fait, tu mets le pied à l'étrier pour parler du motif principal de consultation dans nos cabinets, c'est la douleur. Hein. Et donc, la douleur, on l'a évoqué tout à l'heure,
par rapport à l'endométriose. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très douloureux. On l'a évoqué donc avec les conséquences de la ménopause, hein, et aussi de l'andropause quand même, hein, n'oublions pas. Oui, Hein. aussi, c'est vrai. Et donc, c'est souvent, donc, et en fait, nous, la solution qu'on a à proposer, hein, c'est des solutions en fait qui sont des solutions ponctuelles, parce qu'on imagine mal, en fait, bien souvent, la réponse, c'est le traitement par anti-inflammatoire et antalgique, hein, plus ou moins important. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les anti-inflammatoires, c'est rare qu'on les donne comme ça au long cours, hein, donc on les donne occasionnellement. Pourquoi? Par rapport aux effets secondaires. Parce que c'est vrai qu'ils ont un effet anti-COX-2, dont tu l'as évoqué tout à l'heure, mais aussi, ils ont aussi un effet anti-COX-1, donc ça, c'est moins bien. Hein. Voilà. Donc, du coup, l'avantage, ce que j'ai vu dans les publications de C-Active, c'était vraiment sélectif COX-2, donc ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux d'un point de vue digestif, d'un point de vue cardiovasculaire également. Voilà. Donc, là aussi, c'est par rapport à ce qu'on appelle la mémoire de la douleur, c'est quand même bien de les prendre assez précocement. Pourquoi? Parce qu'une fois que la douleur est installée, pour avoir une accalmie de cette douleur, il faut parfois augmenter les doses d'antalgiques. Voilà. Donc, c'est mieux c'est mieux de pouvoir utiliser des molécules comme ça à titre préventif. Je reviens donc donc au collagène. Hein. Donc, le collagène, oui. Le collagène, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très important. Ce que tu as dit également est tout à fait complet. Ce que je rajouterais juste, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, ce n'est pas seulement que la peau. Hein, tu l'as dit aussi tout à l'heure, hein, mais ça touche également le vasculaire, ça touche les vaisseaux. Hein, donc, il y a 3 types de collagène. Il y a le collagène qu'on appelle de type 3. Hein, le collagène de type 3, lui, c'est lui qui va, en fait, qui me donne donc comment dire, la résistance des artères, hein, la résistance des artères, notamment les artères coronaires. Donc, du coup, on comprend bien pourquoi, avec l'âge, eh bien, ces artères, eh bien, par un manque de collagène, eh bien, elles vont devenir beaucoup plus rigides, et ensuite, bon, beaucoup plus fragiles. Et ensuite, bah, le risque, c'est des calcifications, c'est aussi des maladies coronariennes, des problèmes carotidiens avec les maladies neurovasculaires. Enfin, voyez, donc ça, on parle de ça sans avoir parlé, évidemment, des facteurs favorisants qui sont notamment les modes de vie, hein, donc le tabagisme, le stress, les problèmes de pollution, etc. Vous voyez, donc finalement, moi je finirais juste en disant que l'hygiène de vie, c'est un tout. Hein, c'est un tout. C'est comment on régule sa vie au quotidien, comment, de quoi se nourrit-on. À ce sujet, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que notre alimentation est extrêmement carencée en quasiment tout, hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment le sélénium. Le sélénium, aujourd'hui, avec ce qu'on a, le sélénium dans les fruits, dans les légumes, il n'y en a plus du tout parce que les terres sur lesquelles ils sont cultivés, bon, eh bien, elles sont complètement dépourvues de sélénium. Donc, on ne peut plus retrouver du sélénium dans les légumes. Donc, tant qu'à faire, autant le prendre dans un comprimé de quelque chose, parce qu'au moins, on est sûr de l'avoir. Bon, il en va de même pour le zinc, etc. Donc, il y a le dernier truc auquel je compléterai peut-être, juste, c'est les oméga 3. Hein, les oméga 3, je crois que c'est quand même assez important. Et voilà, donc j'ai fini. Bon, merci François pour ton intervention. Maintenant, on va juste répondre aux questions. Donc, il y avait une première question de Stéphanie. Donc là, elle nous a fait une liste de médicaments, donc assez long. Hein, François, attention, écoute bien. Donc, j'aimerais savoir si une personne ayant ces traitements, que peut-elle utiliser? Vu la liste des traitements, j'ai peur. Néoral, Cellcept, alors ça, je ne connais pas. Bactrim, bon, prednisone, bisoprolol, pravastatine. Oula, là, je sens qu'il y a l'hypertension, là, non? Iberstatin, Eliquis, Lansor, bon, acide folique, c'est de la B9. Mircera. Donc, en fait, je pense que la question, c'est
je pense, hein, de Stéphanie, c'est plutôt est-ce qu'il y a des interactions avec ces médicaments-là? Enfin, je la comprends comme ça, la question. Donc, est-ce que tu vois, François, un problème avec ces traitements-là ou pas? Est-ce que tu en as Alors, déjà vu ou pas? en fait, bon, ça, c'est des traitements quand même assez lourds, mais bon, maintenant, Oui, la assez question, lourd c'est de parce savoir… que, enfin, bravastatine, bisoprolol, prednisone, déjà, c'est lourd quand même. Oui, non, mais bon, D'accord, après, hein. mais ce qu'il y a, c'est que je ne voudrais pas évoquer publiquement comme ça la pathologie de quelqu'un, mais bon, Oui, en off, éventuellement, elle peut t'envoyer un mail et puis oui. comme ça, qu'on parle un petit peu, parce que ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on la traite. Hein. Oui, Voilà. voilà. Peut-être que d'envoyer, en fait, en plus de la liste des traitements de la personne, ce qu'elle souffre, effectivement, est-ce qu'elle est traitée pour voilà, un certain nombre de choses, et expliciter un peu plus le cas, parce que c'est vrai que c'est difficile pour François. Et bon, après, nous, on ne connaît pas spécialement d'interaction avec les médicaments, parce que avec le recul, le Stéphane, il est quand même sur le marché depuis plusieurs années, le Ciatif aussi. On n'a pas eu de cas où ils ont dû arrêter ce type de médicaments parce qu'ils prenaient le CMNS, etc. Après, c'est plus que si elle souffre de quelque chose et qu'elle prend ces médicaments-là, généralement, nous, ce qu'on dit, c'est que, voilà, elle dit simplement, je prends des compléments alimentaires, j'aimerais, voilà, d'en parler à son médecin. Après, s'il y a vraiment une question spécifique, on peut voir avec François et Lucienne qui sont dans le comité médical, mais c'est vrai que là, vu qu'on n'a pas les maladies, c'est toujours un peu compliqué. Il y avait une question sur le diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1, on n'a pas d'études sur le diabète de type 1. Enfin, en préclinique, on a une étude sur le CMNS, donc effectivement sur un modèle de diabète insuline répondant chez le rongeur. On peut augmenter effectivement la régénération pancréatique avec le nombre de cellules qui produisent de l'insuline et donc les diminutions de l'hyperglycémie à jeun. Ça a été confirmé en diabète de type 2, parce que l'étude a été faite aussi du CMNS pour le diabète de type 2. Donc, effectivement, dans le cas du diabète, les personnes en général ont des traitements. Alors, soit c'est de l'insuline, soit c'est des antidiabétiques oraux, enfin, ça dépend un peu. Mais globalement, nous, on n'a pas de contre-indication spécifique. Il faut simplement en parler à son médecin traitant. Et après, voilà, je pense que voilà, pour le diabète, c'est plus effectivement, on prend séménène si active, hein, parce que de toute façon, il y a. Voilà, mais après, il y a pas, enfin, nous, il n'y a pas de contre-indication spécifique. On dit toujours que c'est mieux qu'ils en parlent au médecin. Et puis voilà, qu'ils prennent ces mélènes si actifs, c'est bien. Voilà, c'est pas. Ils peuvent prendre après, moi je trouve que c'est toujours intéressant de prendre le plasma flow parce qu'en général, chez les diabétiques, au niveau vasculaire, il y a toujours un petit risque et tout. Il y a une inflammation chronique, etc. Donc voilà, ils peuvent prendre la trilogie, c'est pas du tout le souci. Après, voilà, dès qu'il y a pathologie, c'est mieux d'en parler à son médecin avant, de lui expliquer c'est quoi, et voilà. Et s'il y a des questions du médecin, qui nous les pose. Voilà. Donc, en tout cas, je ne sais pas pour le diabète si tu avais autre chose, François, à rajouter Non, sur pas le diabète. particulièrement pour le diabète de type 1, non. Par contre, je voudrais revenir un petit peu sur Oui, la question précédente, là. oui, Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du traitement qu'elle prend, cette dame, cette personne, mais bon, dedans, il y a quand même des traitements qu'on appelle des traitements immunosuppresseurs. Donc, du coup, il faut faire quand même attention parce que il est possible qu'elle neutralise également ce qu'elle peut prendre comme complément alimentaire. Donc, il faut faire attention. Ouais. c'est ça. Après, c'est sûr que comme on n'a pas le contexte de la pathologie là, sur les immunosuppresseurs, enfin, tu vois, je pense que ce serait bien qu'on ait plus un mail au service client avec le cas explicité, la pathologie, les traitements, peut-être les antécédents, pour qu'on puisse voir avec François et Lucienne après vraiment quelle est la question ou le besoin d'information. Parce que je pense que là, c'est vrai que ça serait plus approprié. Après, on avait une autre question sur l'ovariectomie, quelle posologie complémentaire. Après, la question, c'est plus, elle a eu une ovariectomie, par contre, est-ce qu'elle donc, elle souhaite prendre les compléments alimentaires, je pense, de Cérule. Et du coup, ça serait de savoir ce qu'elle peut prendre. Je pense qu'elle peut prendre, sur la gamme, elle peut prendre ce qu'elle veut. Après, c'est plus en fonction des inconforts qu'elle a, si elle a des douleurs ou pas, ou s'il y a d'autres choses. Mais par défaut, il n'y a pas de souci à prendre le Semenens ou le Plasma Flow pour l'apport d'antioxydants, pour la fonction vasculaire, etc. Après, c'est plus en fonction des inconforts qu'elle a, parce que c'est vrai que, bon, une ovariectomie, après, ça dépend. Est-ce qu'elle a des douleurs chroniques? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. C'est bien à chaque fois qu'on ait un peu le contexte des personnes, parce que c'est vrai que sinon, on ne peut pas forcément trop répondre de façon précise. Alors, juste Véronique, Oui, la personne qui souffre de cette ovariectomie, bon, je suppose qu'elle est bilatérale, donc je ne sais pas. on revient sur les conseils du ménopause. Hein.
Ouais. Dans ce cas-là, oui, si là, ça serait plus M&M's. Après, de toute façon, pour la douleur chronique, l'effet anti-inflammatoire, il peut y avoir le C-active. Si elle a une douleur articulaire, il y a le C-active flex. Après, ça dépend vraiment du cas. Mais oui, enfin, de toute façon, il n'y a pas de. Enfin, pour moi, il n'y a pas de contre-indication à prendre un mobilisateur de cellules souches dans ce cas-là. Après, c'est plus. On n'a pas vu d'allergie non plus hein, sur les algues bleues vertes. Il y a très peu de cas. Et après, c'est peut-être vérifier les carences nutritionnelles. Enfin, c'est toujours pareil. Je pense que c'est ce que font tous les médecins, de vérifier qu'il n'y ait pas de carence selon l'âge, etc. Donc après, il y avait une autre question. Peut-on prendre le collagène active? Alors, avec vitamine D3. Alors, je ne sais pas si c'est calcium, vitamine D3. Alors, il y a de la vitamine D déjà dans le collagène active. Donc, après, je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir plusieurs sources de vitamine D. Je ne suis pas persuadée. Donc, après, il n'y a pas de contre-indication à le prendre avec de la vitamine D3. C'est juste que comme il y en a déjà dedans, je ne suis pas sûre qu'il y a besoin de prendre un autre produit à base de vitamine D3. Parce qu'en général, les apports journaliers recommandés, c'est 5 microgrammes. Bon, c'est un peu faiblard. Les études sont plus autour de 10-15 microgrammes quand même en vieillissant. Donc, pour moi, il y a déjà la dose dans le collagène actif. Donc, après, effectivement, il n'y a pas de problème à combiner, mais par contre, il n'y a pas besoin d'avoir différentes sources du même micronutriment. Je pense que ce n'est pas utile, par contre. Alors, je rajouterais là-dessus juste que Ouais. la vitamine D, c'est quelque chose qu'on dose très couramment, très fréquemment. Hein. Donc, Oui, alors la vitamine D, surtout qu'on est beaucoup carencé, enfin beaucoup les femmes, oui. et pareil, les oméga 3, pour appuyer ce que disait François, 95% des Européens sont carencés en oméga 3. Et donc, la vitamine D, ça se dose facilement. Hein. Oui. On peut doser facilement la vitamine D. Donc, Oui. ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la vitamine D, ça dépend également du phototype de la personne. Hein, vous voyez, donc, Oui. mais bon, le mieux, c'est encore de le doser. Voilà. Oui, mais en tout cas, ça ne sert à rien. Enfin, quand on a une alimentation équilibrée, bon, c'est vrai qu'avec l'âge, la supplémentation est toujours positive, mais par contre, effectivement, il n'y a pas besoin, vu que dans le collagène actif, il y a déjà la vitamine D, il n'y a pas besoin de prendre la vitamine D en plus. Bon, des fois, voilà, il n'y a pas besoin de cumuler forcément beaucoup. Et après, la question, c'était collagène donc, a un goût sucré, y a-t-il du sucre? Donc, dans le collagène actif, il y a surtout des édulcorants, en fait, qui augmentent la sensation sucrée, mais il n'y a pas de calories. Donc, effectivement, en fait, le goût, enfin, la sensation sucrée qu'on a, c'est plutôt lié aux édulcorants qu'il y a dedans. Donc, il n'y a pas. Le but du collagène actif, ce n'est pas d'apporter de l'énergie, hein, ça reste un complément alimentaire. Donc, il n'y a pas une quantité de sucre énorme. C'est juste que comme il y a des édulcorants, ça permet simplement de donner le goût, en fait, le bon goût, voilà. Et les édulcorants sont simplement faits pour augmenter la sensation sucrée, mais sans apporter d'énergie. Donc voilà, et en tout cas, il n'y a pas de. Le complément alimentaire n'est pas là pour apporter de l'énergie, hein, ce n'est pas l'alimentation, donc ce n'est pas le but. Donc là, effectivement, oui, il y a des édulcorants dans le collagène pour donner le goût, hein, parce que sinon, ce n'est pas très bon, forcément. Donc toutes les boissons, quand on met des algues et du collagène, s'il n'y a pas d'arôme naturel, ce n'est pas très bon. Donc forcément, oui, il y a des édulcorants, mais il n'y en a pas non plus. Les édulcorants, on n'en met pas beaucoup. Ça représente en général moins d'1% dans la forme. Voilà. Et donc, il y a d'autres questions. C'est j'ai le syndrome de Mélas avec greffe du cœur, hypertension, diabète de type 2, insuffisance rénale, ostéoporose, perte d'audition, thyroïde. Ah, d'où la question des traitements. Donc, voilà. François, donc la personne celle qui avait la liste des traitements. Voilà. Du coup, voilà Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que. Bon, donc. Parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Disons que. Ça mérite quand même peut-être un commentaire vraiment en off parce que là, c'est sûr que là, là, elle prend des médicaments, je ne voulais pas en parler tout à l'heure, mais puisqu'elle me l'autorise, je vais en parler quand même rapidement. Elle a des traitements donc, qu'on appelle des traitements anti-rejet. Hein. Donc, les traitements anti-rejet par rapport à son intervention, hein, donc ces traitements anti-rejet, eh bien, je ne sais pas du tout ce que les traitements anti-rejet vont avoir comme effet sur des compléments alimentaires. Je ne sais pas du tout. Oui, c'est très compliqué. Sauf qu'on n'a pas eu beaucoup de cas. Enfin,
On n'a pas eu beaucoup de recul sur les cas cliniques là-dessus. Donc, c'est vrai que nous, on ne sait pas. Après, moi, ce que je peux conseiller quand même, c'est que c'est que la personne en parle à son médecin et à la limite, si le médecin a des questions, de revenir, tu vois, vraiment que son médecin pose des questions Alors, sur le CMNS, etc. Tu vois. ouais, Véronique, je pourrais y répondre un petit peu indirectement, hein, Oui, parce que ici à La Réunion, j'ai un confrère qui a été greffé du rein, hein. ouais. Et en fait, il a commencé à prendre, donc à l'époque c'était le Stéménène, ça, il a commencé à prendre le Stéménène, à bonne dose, hein. Et ça a retardé un petit peu, ça a retardé pratiquement d'une année, donc Mhm. ça greffe, hein. Ouais. Donc depuis, depuis je pense qu'il a continué, Oui. et il n'a pas eu de soucis particuliers. Il n'y a pas eu de souci Maintenant, particulier, mais c'est vrai qu'on n'a que ouais, des cas comme ça. Maintenant, Ouais. c'est sûr que Il y a une chinoise. par rapport par Il y a une rapport à ce qu'on peut chinoise lui qui apporter écoute. à cette personne avec les compléments alimentaires, si elle n'a pas d'autres compléments alimentaires, bien entendu, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup peut-être de commencer le CMNS éventuellement. Enfin, c'est-à-dire de. Après, moi, je demande toujours qu'ils en parlent à leur médecin parce que je veux pas qu'après le médecin pose des questions, etc. Mais juste voilà d'informer. Puis si le médecin a des questions, qu'il nous les pose, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Mais effectivement, moi, je vois pas de souci ni système NS. Après, il faut commencer peut-être progressivement, qu'elle commence déjà le CMNS, et puis qu'elle voit effectivement tout ça. Mais c'est vrai que voilà, que ce soit sur tout ce qui est diabète, insuffisance rénale, c'est vrai qu'on en a vu. On en a vu sur les insuffisants rénaux qui prenaient quand même CMNS si active, où il n'y avait pas il y avait pas eu d'interaction particulière. Au contraire, il y a plus des bénéfices, mais qui étaient sur du long cours. C'est vraiment des pathologies où il faut les prendre quand même longtemps pour voir les effets, quoi. Donc, Alors, pas de souci particulier. je voudrais rebondir là-dessus Oui. pour vraiment euh, euh, tirer l'attention à ceux qui nous écoutent que, en fait, euh, c'est vrai que quand on parle de spiruline, maintenant, il y a des tas de gens qui font de la spiruline, hein. Mhm. Même il y a des Chinois qui le font, bon, j'ai rien contre eux, mais la particularité de ce qui est fait chez Cérule, c'est que, eh bien, il y a les doses, il y a les quantités, hein. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de présentations, les gens qui prennent d'autres composés, d'autres compléments alimentaires, je parle essentiellement de la spiruline, en fait, Mhm. ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, hein, ils ne savent pas quelle quantité. Là, si vous allez voir votre médecin en disant je prends tel truc, il va regarder la composition, il aura les dosages. Donc, du coup, c'est quand même c'est beaucoup plus exploitable pour lui et plus confortable d'ailleurs pour vous conseiller. Oui, parce que là, c'est vrai que comme il y a des études cliniques sur le stémélène, sur le C-active, après, ça nous est arrivé aussi d'envoyer les études au médecin s'il y avait des questions, parce qu'ils ne connaissaient pas le produit, etc. Donc, c'est sûr que là, parce que là, c'est vraiment cliniquement testé, puis c'est des extraits concentrés, où il y a toujours la même dose d'actifs. On n'est pas sur la spiruline. C'est vrai que quand on n'extrait pas et que c'est juste de la spiruline comme ça, c'est plus ce que j'appelle de la supplémentation nutritionnelle, parce que c'est riche en protéines, c'est riche en micronutriments, etc. Mais ce n'est pas du tout le même usage qu'un extrait de spiruline titré en phycocyanine. Voilà, où là, on le prend pour l'effet antioxydant, anti-inflammatoire. Donc, c'est pas pareil pour la FA, c'est pas de l'algue entière. On est vraiment sur un extrait où on a standardisé les molécules actives pour vraiment avoir l'effet de mobilisation de cellules souches, etc. Donc, effectivement, ça peut intéresser effectivement les médecins. Alors, des fois, on envoie les études aux médecins, ça nous est arrivé plusieurs fois. Voilà, alors j'ai une autre question sur les jeunes, peut-ils consommer le collagène actif? Alors, bon, moi je vais vous faire la réponse que j'estime, c'est que le collagène actif, il a été designé d'une manière où déjà les doses de collagène sont pour les adultes, hein, globalement, et les doses de micronutriments sont par rapport au pourcentage des apports journaliers recommandés des adultes. Donc, c'est pas qu'il y a une toxicité chez l'enfant, mais c'est que pour moi, à part pour des sportifs adolescents qui ont vraiment besoin de collagène ou machin, globalement, pour moi, ils le prennent à partir de 18 ans. Il a été designé pour l'âge adulte. Je ne vois pas l'intérêt de donner des doses massives de micronutriments à des adolescents s'ils ne sont pas carencés.
à part des adolescents peut-être sportifs qui auraient besoin de collagène et voilà, mais globalement, le collagène actif, on commence à 18 ans. Enfin, je veux dire, même les doses, quand je vous parlais de 2,5, 5 grammes, 10 grammes par jour pour la santé de la peau, ou alors pour soutenir le cartilage, parce que ça peut aider aussi, globalement, c'est des doses d'adultes. Donc, et puis, je veux dire, d'un point de vue réglementaire, les compléments alimentaires, quand ils ne sont pas designés, on les donne par défaut. On ne les a pas adaptés en fonction du poids de l'enfant ou du poids de l'adolescent, globalement, ça reste pour les adultes. Donc, je dirais à partir de 18 ans, c'est très bien. Après, voilà, il n'y a pas de toxicité du collagène, hein, c'est pas ça, ou il n'y a pas de toxicité, c'est micronutriments. Mais en fait, il faut savoir, les adolescents et les enfants ont des apports journaliers recommandés adaptés à leur tranche d'âge. Donc, c'est vrai que là, vu les doses, c'est des doses d'adultes, en fait. Donc, moi, je ne vois pas trop l'intérêt de le donner avant 18 ans, parce qu'on est sur la santé de la peau, les cheveux, la santé articulaire. Bon, voilà, c'est des doses d'adultes. Si c'est un complément alimentaire pour les enfants, il sera marqué pour les tranches d'âge, la dose exacte. Là, si on n'a rien mis, c'est que c'est l'adulte. Hein. Globalement, voilà. Donc, moi, je préférais qu'on le donne à partir de 18 ans parce que je trouve qu'un apport journalier recommandé, ça fait beaucoup après. Donc, voilà. Moi, c'est mon avis. Après, il n'y a pas de toxicité particulière. Hein. Je ne dis pas qu'on va… Mais c'est juste que, voilà, il faut adapter les doses en fonction des âges. Et là, c'est quand même des doses pour adultes. Après, il y avait une autre question sur les édulcorants incompatibles au cancer. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Les édulcorants, bon, ceux qui ont été mis dans le produit, il n'y a pas de toxicité particulière. Ils sont autorisés dans le règlement européen dans les boissons, enfin dans les compléments alimentaires sous forme de boissons. La dose est respectée hein, sur la quantité d'édulcorants. Donc, il n'y a pas de problème particulier hein, de toxicité. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité par rapport au cancer particulière. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que les édulcorants, bon, voilà, ça reste, ça augmente la sensation sucrée, c'est tout. Hein. C'est le principe d'un édulcorant. Donc, voilà, donc il n'y a pas de… Voilà, en tout cas, les édulcorants qui sont dans le produit sont des édulcorants autorisés en Europe, donc il n'y a pas de souci de sécurité particulière ou d'incompatibilité particulière. Donc, voilà. Après, ça reste un additif présent dans beaucoup de boissons, même alimentaires de base. Donc, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si Nuno, François voulait rajouter quelque chose avant qu'on conclue. Non, je crois que, franchement, tu as été complète. Hein, donc, voilà. C'est ouais, très belle présentation. Ok. Bon, Nuno, demain, il y a la version anglaise. Oui, demain la version anglaise. Il nous reste de vous remercier chaleureusement. Merci à Véronique pour sa présentation fantastique. Je crois que c'était une session super intéressante pour tous. Et bien sûr à François pour son apport extraordinaire. Et c'est toujours un plaisir immense d'avoir toute cette sagesse et connaissance sur des thèmes qui sont si importants pour les femmes d'abord, mais pour tout le monde en général, parce que ce qui affecte les femmes affecte souvent les hommes, même si d'une façon indirecte, parfois. Alors, je crois que c'était très important. Merci à tous. Avant qu'on parte, je voudrais vous rappeler que demain, à la même heure, nous aurons un webinaire seulement pour les Antilles, pour la Guyane, où on va parler des nouveautés pour les marchés entiers et pour la Guyane aussi. Alors, il ne faut pas rater demain, la même heure d'aujourd'hui, et ça va être super intéressant. De toute façon, bonsoir à tous et bonjour à tous, et merci. Et Véronique et François, je crois, demain pour la version anglaise en anglais. OK? Merci. Bye Et au revoir. bye. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.